Alors, on va parler de ce marché B2B professionnel pour les entreprises des télécoms. Qu'est-ce qui a changé depuis un an? Pourquoi un an? Parce que finalement, c'est à peu près au printemps, c'est ça? Au printemps dernier que Free est arrivé, donc opérateur majeur sur le marché pro. On s'est dit que ça allait tout chambouler. Est-ce que c'est le cas ou pas? Où on en est de cette transformation aussi numérique des entreprises? Donc, on en parle avec Denis Planat, directeur général de Jaguar Network, qui est la filiale donc, B2B du groupe Iliad Free, et Philippe Legrand, président d'Infranum, la fédération membre fondateur du comité stratégique de la filière infrastructure numérique. Et vous êtes aussi le vice-président du groupe Nomotech, l'opérateur d'infrastructures radio, FTTH, IoT, Wi-Fi. Merci à tous les deux d'être présents. On va peut-être commencer ensemble, Philippe Legrand. Vous diriez quoi? Que ça a bousculé les équilibres, l'arrivée d'un nouvel opérateur majeur sur ce marché B2B? Eh bien, écoutez, effectivement, c'est non neutre sur le marché. Vous savez que c'est un marché assez paradoxal, hein. C'est un marché qui compte plus de 1000 opérateurs référencés auprès de l'ARCEP, mais seulement une poignée d'entre eux détiennent l'essentiel des parts de marché. C'est un marché qui... Donc ça veut dire qu'il est déjà très concentré? C'est un marché qui est en déconcentration. Il y a beaucoup d'opérateurs régionaux, mais quelques ténors qui drivent ce marché-là. L'arrivée de Free a eu ceci de particulier qu'il s'est adressé particulièrement à une catégorie d'entreprises, les artisans, les TPE. TPE, PME, et ça a apporté une offre de valeur, bien entendu, sur le marché qui permet peut-être d'accélérer la digitalisation des entreprises. Et quand vous dites quelques acteurs majeurs, juste pour qu'on comprenne un peu ce marché professionnel, ce n'est pas forcément les acteurs auxquels on pense dans le grand public. Si, en fait, les grands opérateurs, Orange, SFR, Bouygues, traînent la plupart des parts de marché sur le marché entreprise. Mais des grandes entreprises? Des grandes entreprises. C'est ça. Des grandes entreprises. Et sur les entreprises de plus petite taille, TPE, PME, donc on a quoi? On a un marché très fragmenté au niveau des acteurs? On a une variété d'offres, mais on a aussi une digitalisation extrêmement faible. La France est 18e au niveau européen dans le dernier classement des 6. C'est un paradoxe parce qu'on est les champions d'Europe sur les infrastructures et malgré tout, nos entreprises se digitalisent trop peu. On a un enjeu de compétitivité, on a un enjeu aussi de cybersécurité qui est peut-être insuffisamment pris en compte et il va falloir que les pouvoirs publics encouragent cette demande parce qu'aujourd'hui nous sommes à la traîne. Donc c'est bien que des initiatives arrivent sur le marché pour acculturer nos entreprises à la digitalisation qui est indispensable. Vous avez la même lecture du marché, Denis Planat? Écoutez, d'abord, je suis ravi qu'un observateur aguerri sur le marché considère que l'arrivée de Free dans le domaine des entreprises a un peu secoué le marché. Je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les petites entreprises et les artisans que vous évoquiez à l'instant sont majoritairement servis par l'opérateur historique. Et c'est un marché qui n'a pas encore bénéficié véritablement de la concurrence et des nouveaux entrants. Voilà, c'est un fait. Et regardons comment ils sont équipés. Donc il y a une immense opportunité pour les nouveaux entrants, dont nous faisons partie, pour adresser ce marché-là. Donc le marché est certes émietté parce qu'il y a des milliers d'acteurs. Le fait est, c'est qu'il est entre les mains des trois principaux, que ce soit du petit artisan à la grande entreprise. Donc effectivement, il y a une opportunité pour secouer un peu, comme l'a fait Free il y a 20 ans dans le domaine de la boxe. Et c'était aussi l'objectif, secouer par les prix? Est-ce que les prix baissent? Alors, secouer par les prix, c'est secouer avec le juste prix, je dirais. Une entreprise, évidemment, comme tout le monde, comme les particuliers, sont intéressés à avoir un prix agressif, en quelque sorte récupérer du pouvoir d'achat sur des commodités pour pouvoir éventuellement l'investir dans d'autres domaines d'activité. Vous avez évoqué la cybersécurité. Mais il n'y a pas que le prix. Un marché de l'entreprise, pour paraphraser ce que disait un grand automobiliste français il y a plus de 25 ans en arrière quand il a lancé la Clio, c'était Renault, il disait elle a tout d'une grande. Eh bien, la petite entreprise a l'atout d'une grande, c'est-à-dire qu'elle doit assurer non seulement sa connectivité, sa sécurité, la capacité de sauvegarder ses données, etc. Donc, on a un peu sous-estimé, mésestimé cette part-là du marché en proposant soit des offres grand public, certains petites entreprises y souscrivaient, soit les acteurs dominants proposaient une offre chère et complexe. Donc, effectivement, pour véritablement secouer le marché, il y a un choc de compétitivité avec le tarif, mais il y a surtout des fonctions, des fonctionnalités à proposer, comme pour la Clio à l'époque, à ces petites entreprises. Donc une offre plus adaptée à ce marché TPE, PME. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi là-dessus que se joue la bataille entre les 4 grands opérateurs?
Absolument. Je pense que c'est un marché qui est encore à découvrir. L'arrivée de la fibre sur l'ensemble du territoire national, à la fois pour les particuliers comme pour les entreprises, est un formidable moment de bascule. C'est-à-dire qu'il y a une révolution technologique, vraiment qui est avérée et qui apporte beaucoup de possibilités pour les entreprises. Et donc, il nous apparaissait que c'était exactement le bon moment pour, après 20 ans dans le domaine du particulier, donc c'est le nouveau terrain arriver. de bataille même, parce que sur le grand public, finalement, les jeux sont pratiquement faits. Alors, le marché est mature. À chaque saut technologique, on peut revisiter le marché. La fibre, c'est exactement ce qui se passe dans le marché du grand public. Ouais. Dans le domaine de l'entreprise, c'est pareil. Les entreprises n'ont pas attendu l'arrivée de Free Pro pour s'équiper. Elles sont équipées. Mais le changement technologique permet effectivement de rebattre les cartes et nous y jouons pleinement notre chance. Philippe Legrand, vous disiez qu'il fallait aussi en appeler au pouvoir public, à l'action publique pour secouer ce marché. Qu'est-ce que vous entendez par là ? J'entends par là que la difficulté que les opérateurs rencontrent au quotidien pour convaincre les entreprises de la digitalisation est très grande. On ne perçoit pas l'intérêt, l'enjeu de compétitivité pour nos entreprises. Il existait des plans autrefois, il y a 10 ans autrefois, sur les passeports numériques pour entreprendre, la formation au cybermarketing, à toutes ces notions nouvelles qui ne sont pas totalement intégrées. Et en dépit de l'offre de valeur parfois très riche qu'offrent les opérateurs aujourd'hui, il faut voir que les offres sont extrêmement fournies et peuvent répondre aux attentes du marché. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut en France pour adresser à ça. Malgré tout, l'expression de la demande est encore trop poussive. Et pour ça, je pense que... Même après, on est quand même post-crise Covid-19, où tout le monde a compris l'importance de numériser ses services, de donner des accès à distance, de continuer à pouvoir travailler malgré la séparation physique des personnels. Enfin, même après ça, vous dites qu'il y a toujours oui, la une faible virtualisation, demande. effectivement, le cloud est en pleine émergence et c'est super parce qu'on voit bien que cela croît, mais nous sommes 18e au plan européen en France, alors que nous sommes les champions des infrastructures. Vous voyez bien qu'il y a un paradoxe et c'est pour ça que la qualité de l'offre ne suffit pas. Et bon, on parle de Free, bien entendu, qui a une offre qui adresse parfaitement un segment de marché, même si d'autres sont présents, et je ne voudrais surtout pas dénigrer l'ensemble des 1000 opérateurs déclarés. Oui, parce que c'est beaucoup d'opérateurs locaux. En fait, quand vous arrivez sur ce marché, vous n'adressez pas, enfin, vous n'entrez pas en concurrence simplement avec les autres grands opérateurs. Vous entrez aussi en concurrence avec beaucoup d'acteurs locaux. Alors, bon, rentrer en concurrence signifie qu'on ferait un peu la même chose. Sincèrement, on essaye de révolutionner le marché, comme Free l'a fait dans le domaine du grand public, c'est-à-dire à la fois une offre extrêmement simple. Mais là, moi, je ne vous demande pas de faire la promotion de Free Pro, je vous demande d'essayer de nous aider à comprendre comment fonctionne ce marché aujourd'hui. Pourquoi les entreprises ont plutôt recours à des opérateurs locaux. Est-ce que c'est une question de confiance? Est-ce que c'est une question d'opportunité? Est-ce qu'il y a des services spécifiques? Quelles sont les particularités de ce marché? La complexité, donc, par opposition à la simplicité, nécessitait souvent un accompagnement pour les entreprises. Quand vous arrivez sur le marché avec une offre qui se comprend aisément, qui est connue, parce qu'on bénéficie évidemment un peu de notoriété, les entreprises, naturellement, se tournent vers cette solution-là et utilisent peut-être des partenaires régionaux, plus pour justement digitaliser l'entreprise, pas simplement pour la connectivité. Donc ce choc de simplification, je le pense, va accélérer la digitalisation des entreprises, sans nul doute. Vous vouliez réagir également? Oui, dire effectivement que la proximité des opérateurs locaux est une chose qui plaît aux entreprises. Remarquez depuis quelques années qu'on assiste à une consolidation très forte du marché. Il y a beaucoup de rachats, énormément. Il n'est pas impossible qu'un ou deux ou trois grands opérateurs d'envergure nationale naissent de ces acquisitions. On a vu des fonds qui investissaient jusqu'à 500 millions d'euros pour cette consolidation du marché. C'est peut-être la tendance du moment. Très bien, regardons ça, mais en tout cas, tant que l'offre de valeur et que l'innovation sont présentes... Positif pour les entreprises, cette consolidation? Oui, moi je pense que c'est positif parce qu'il y a besoin de force de frappe. Encore une fois, vous savez, c'est toute la difficulté que nous avons ne vient pas dans la qualité des offres aujourd'hui, parce qu'elle existe, cette qualité, mais vraiment dans l'acculturation, et il faut des forces de frappe un peu médiatiques également pour que les entreprises franchissent le pas. Alors la proximité, c'est très bien, et d'ailleurs, je suis un opérateur de proximité, donc je sais de quoi je parle, mais la proximité, c'est très bien, mais il faut aussi la sensibilisation très forte auprès des entreprises pour qu'elles franchissent le pas. C'est encore plus vrai à l'heure de l'extinction du cuivre, où il y a des enjeux stratégiques pour les entreprises. Alors Denis Plana, expliquez-nous aussi quelles sont les règles sur ce marché B2B. Est-ce que ce sont les mêmes qui s'appliquent dans le marché grand public sur, par exemple, la mutualisation des infrastructures, les obligations de couverture? Je pense que
le marché de l'entreprise se décompose en deux parties. Il y a une partie des petites entreprises, voire même des auto-entrepreneurs, hein, plus 1 million d'entreprises au cours des 2 dernières années. Ce sont des gens, vous évoquiez tout à l'heure la pandémie, les façons de travailler, etc. Il y a énormément de créations d'entreprises de petite taille. Les comportements d'achat sont assez proches de ceux du grand public. Donc une offre simple, à bon prix, facile à installer, c'est tout à fait essentiel. Après, il y a une autre partie pour les plus grosses PME, PMI, les entreprises de taille intermédiaire et les grands groupes, où là, il faut abaisser aussi le seuil de complexité pour aller plus loin. Les opérateurs télécoms, depuis 20 ans, se nourrissaient de cette complexité. Donc, les technologies évoluant, on peut évidemment donner des offres plus faciles d'accès à moins cher pour déplacer évidemment un pouvoir d'achat vers d'autres solutions. Donc quand on parle du marché entreprise, il faut avoir conscience de tout un nouveau terreau là, qui est disponible parce que l'opérateur historique était en place depuis toujours. Donc à ce type de marché-là, simplicité et innovation. Sur l'autre partie, accompagnement peut-être vers des nouvelles offres. Alors moi, je vous interrogeais plus sur le réseau. Est-ce que vous utilisez le réseau fibre de Free, qui est le même que pour celui du grand public? Qu'est-ce que vous utilisez comme réseau? La mutualisation pour cette première partie du marché que je citais, absolument. Le réseau d'Ilia, du groupe Free, évidemment, se déploie sur l'ensemble du territoire national et nous bénéficions de cette propagation du réseau pour servir cette clientèle-là. Et pour l'autre partie? Pour l'autre partie, c'est des technologies mixtes, parfois dotées exactement de la même façon que le grand public, mais évidemment avec des réseaux privatifs qui sont parfois construits sur mesure. Et ça, c'est tous les opérateurs locaux. Aujourd'hui, c'est l'enjeu important. Aujourd'hui, c'est d'accéder à ces réseaux. Oui, c'est ça. Alors, il y a deux types d'offres. Hein. Il y a les offres dites FTTO sur des réseaux dédiés à l'entreprise, la fibre qui arrive vraiment pour elle-même à l'entreprise, et le FTTH qui est une fibre mutualisée, un peu plus de type grand public. Et il y a bien deux marchés distincts qui ne s'adressent pas forcément aux mêmes entreprises. Tout le monde doit pouvoir y trouver son compte. Pour les opérateurs locaux, effectivement, ces typologies existent. On voit quand même que le déploiement de la fibre jusqu'à l'entreprise avance très fort, peut-être de façon inégale selon les zones. C'est peut-être ça qu'il faut travailler aussi pour que les entreprises qui en aient besoin disposent de leur propre fibre de plus en plus. Mais effectivement, les segments de marché dépendent de la taille des entreprises et les opérateurs locaux adressent les deux segments à leur façon et chacun avec leurs innovations. Et pour reprendre ma question sur les obligations de couverture, est-ce qu'il y a des obligations de couverture en FTTO? Alors les obligations de couverture incombent aux opérateurs d'infrastructures qui se sont engagés dans les zones AMI, donc les zones d'investissement privé. Donc là, on a deux acteurs principaux que sont Orange et SFR, qui développent et tiennent leurs obligations de couverture et de raccordement, ou bien dans les zones d'initiative publique, où là, il y a des opérateurs d'infrastructures qui, évidemment, répondent à des contrats publics et qui, bien entendu, d'ailleurs, sont en avance. Le plan est en avance sur les obligations de couverture. On est à aujourd'hui plus de 70% des foyers et des prises raccordées en fibre. On sera à plus de 80% à la fin de l'année. C'est au-delà des objectifs que s'était fixé le gouvernement. Maintenant, il faut que ça se traduise en offres réelles et en adoption du marché par les entreprises elles-mêmes. Alors, il y a aussi la question des data centers, parce que quand on relie une entreprise et qu'on lui permet de réaliser sa transformation numérique, ensuite, il faut avoir la capacité d'héberger ces données. Les data centers de FreePro sont tous en France? Sont tous en France, administrés par FreePro. Et ce sont des data centers dédiés à cette offre? C'est des data centers dédiés au monde de l'entreprise pour certains d'entre eux et mixtes pour certains autres. En tout cas, une tendance forte du marché, tous les acteurs d'ailleurs l'ont confirmé, c'est des data centers de proximité. La technologie, on pourrait imaginer, permet de mettre ces données partout dans le monde. La vérité, c'est que concrètement, pour des raisons de performance quand même du réseau, oui. La vérité, c'est que les entreprises ont besoin d'avoir une offre de data center de proximité, d'où notre développement sur l'ensemble du territoire national. Donc pas pour des raisons de souveraineté, pas pour des questions de protection des données? Bien sûr aussi. La souveraineté démarre par les infrastructures réseau, les infrastructures de data center. Donc la donnée qui circule sur ces réseaux et qui va jusqu'au data center, évidemment, est au cœur du débat concernant la souveraineté. Et sur la partie, vous disiez, c'est aussi une raison technique? C'est pour une accessibilité plus rapide? C'est ça. Expliquez-nous quelle est la nécessité. Il peut arriver que certaines applications nécessitent, notamment dans l'usage en temps réel, de quelques millisecondes pour transiter sur des réseaux. Donc clairement, à ce moment-là, les data centers de proximité permettent de respecter ce cahier des charges techniques. Et on a aussi des acteurs qui sont dédiés aux data centers. Est-ce que c'est aussi un écosystème en soi, le data center? Est-ce que vous travaillez avec cet écosystème? On travaille naturellement d'ailleurs dans ce monde tous ensemble. Tout le monde ne peut pas prétendre, comme en matière de réseau, notamment à l'international, ne peut pas prétendre avoir l'intégralité des infrastructures. Donc les acteurs des data centers sont amenés à se
prêter ou en tout cas à échanger des infrastructures pour héberger les clients qui ont besoin parfois d'être dans des sites géographiques différents. Mais clairement, nous sommes à la fois fabricants, exploitants des data centers pour le compte de nos clients. Et d'autres ont des spécialités plus d'infrastructures, d'autres plutôt des spécialités d'infogérance. Nous faisons les deux. D'ailleurs, savez-vous que si vous avez consulté l'Observatoire d'Infranum que nous avons rendu public le 1er juin dernier, la France est l'une des championnes d'Europe en nombre de data centers de proximité. On en a 262 de mémoire en France. Et cette année, en 2022, on prévoit une augmentation de 20% supplémentaire de data centers de proximité. Vous voyez, la demande, effectivement, ça répond aux problématiques d'accessibilité, de souveraineté, et puis aussi de développement durable. Parce que la proximité des données évite que ça transite beaucoup sur les réseaux, et on a des data centers qui sont beaucoup plus respectueux de l'environnement maintenant. Donc voilà, c'est un vrai marché qui se développe, et nous avons une commission data center de proximité au sein d'Infranum qui travaille sur ces sujets. Et c'est un marché qui se développe et qui va se consolider également, vous pensez? Alors oui, il y a beaucoup d'acteurs, d'investisseurs en fait, sur les data centers. C'est un business assez rentable. La consolidation viendra peut-être après. En tout cas, là, il y a un foisonnement d'initiatives et c'est tout à fait appréciable à regarder. On verra ce que nous réservent les prochaines années sur la partie consolidation. Comment vous voyez justement évoluer ce marché professionnel? Alors déjà, la généralisation des technologies d'aujourd'hui, la fibre. Je pense que dans 2-3 ans, l'intégralité du marché, que ce soit grand public ou professionnel, aura basculé dans cette technologie-là. Oui. Donc c'est évidemment la possibilité d'accélérer la digitalisation des entreprises. Nous avons lancé récemment une offre dans le domaine du cloud, exactement pareil de ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité à héberger les données à l'extérieur d'entreprises. Les croissances attendues sont de l'ordre de 30 à 40% par an, donc y compris dans l'usage des applications et des datas. Grande révolution technologique en ce moment. Donc pour répondre à votre question, je pense qu'il y a un avant et un après l'émergence de cette technologie, fibre et cloud. Et donc d'ici 4 à 5 ans, on aura, je l'espère, rattrapé le retard européen. Philippe évoquait tout à l'heure la position en matière d'infrastructure réseau. Sur la partie cloud, on n'est également pas très bien placé sur la communauté européenne. On est plutôt dans le peloton du milieu des acteurs, alors qu'on a tout ce qu'il faut là encore. Donc je pense que la France va d'ici aller entre 3 et 5 ans revenir sur le devant de la scène de par l'émergence de tous ces acteurs, la disponibilité des technologies et puis l'appétence de ces entreprises à bouger. Donc un marché très porteur où on devrait quand même voir se passer beaucoup de choses a priori, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Il y a 3 drivers, il y a 3 mots. Il y a la virtualisation, il y a la verticalisation et l'innovation. Virtualisation, on voit bien, et vous l'avez évoqué avec la crise. La verticalisation, parce que pour adresser comme il faut un marché, il faut parler aux acteurs jusque dans leur métier, intégrer peut-être des applications dans leurs applications métiers, et derrière l'innovation, parce que justement, on ira très loin et de plus en plus loin, de façon à servir beaucoup mieux, et peut-être de rentrer un peu plus dans le système d'information des entreprises, même si à la base, il s'agit d'opérateurs, on le voit bien avec les grands opérateurs qui le font déjà, rentrer beaucoup plus dans le système d'information des entreprises, donc beaucoup plus d'innovation. 3 mots qui, comme vous le disiez à l'instant, effectivement, contribueront à redresser la barre et à mettre la France peut-être dans le peloton, pourquoi pas au niveau européen. Merci beaucoup à tous les deux. Donc Philippe Legrand, président d'Infranum, vice-président du groupe Nomotech, et Denis Plat, directeur général de Jaguar Network, groupe Iliad Free. Juste après la pause, on part dans la nature, on va parler de biomimétisme et des oiseaux migrateurs.